Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et l'air de rien, ça m'avait manqué de ne pas vous sortir de vidéo la semaine dernière. D'ailleurs, désolée, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo la semaine dernière. Mais c'est pas grave, je vous retrouve cette semaine. Et cette semaine, on a du lourd. Est-ce que vous connaissez le premier tueur en série français ? Alors quand je dis premier tueur en série française, c'est Martin Dumolard qui est considéré comme étant le premier des tueurs en série dans l'histoire des tueurs en série français. Vous allez voir qu'il n'a tué seulement entre guillemets que 3 femmes, mais il en a agressé 9 autres, donc en tout ça fait 12 victimes. Et un tueur est considéré tueur en série à partir de 3 victimes, donc c'est pour ça qu'il rentre dans cette catégorie-là. Martin Dumolard est né le 21 avril 1810 dans la petite ville de Tramoille et c'est une ville qui est située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour vous faire un petit peu le contexte familial dans lequel il naît, son père qui s'appelle Pierre Desmoulins est un criminel hongrois. Déjà, il part pas très bien dans la vie avec un exemple de père comme ça. Il a rencontré sa mère Marie-Joseph Rey à Salins, le couple s'est marié et s'est ensuite installé dans un petit hameau. Le petit hameau s'appelle le Mollard et il est situé entre Dagneux et Tramoille. Son père s'appelle Desmoulins, le hameau s'appelle le Mollard, donc il mixe un peu les deux et dorénavant la famille portera le nom du Mollard. En 1813, le second enfant du couple décède. Ce second enfant s'appelait Raymond et on ne sait pas vraiment pourquoi, mais à partir du décès de ce second fils, tous les habitants de la petite commune se mettent à appeler Martin du prénom Raymond. On ne sait pas vraiment pourquoi. En 1814, les armées austro-hongroises pénètrent dans l'Ain et visiblement le père qui n'est pas tout blanc et qui a beaucoup de choses à se reprocher, je vous ai dit au début que c'était un criminel hongrois, il prend peur, il décide de s'enfuir et avec toute la famille, sa femme et son fils, ils partent s'installer à Padoue en Italie. Ce répit ne dure pas si longtemps que ça puisqu'il est reconnu par des soldats, il est arrêté et il est condamné à être exécuté par écartèlement. Le pire, c'est que sa femme et son fils assistent à son exécution. Et franchement, pour un enfant aussi jeune, il avait à peine 8 ans et même pour sa femme, cela doit être traumatisant. À l'âge de 8 ans, Dumolard commence à travailler en tant que berger, puis il travaille en tant que domestique au château de Sures, qui est situé à Saint-André de Corcy. Dans ce château, il rencontre celle qui deviendra sa femme, Marie-Anne Martinet. Le couple se marie le 29 juin 1940 et s'installe ensemble à Montpellier, puis à Dagneux. En 1842, Dumolard perd sa mère, il se retrouve donc seul, sans famille, enfin il a sa femme, mais c'est tout, il n'a plus du tout sa famille. Et il n'a pas vraiment d'argent, pour être très honnête, le couple est pauvre, et donc pour avoir un petit peu d'argent, Dumolard commet des vols et part s'installer à Lyon, avec sa femme toujours. Sa première victime connue est Marie Badet et son corps a été retrouvé par des chasseurs dans la forêt de Montaverne. Les policiers se trouvent face à un crime d'une extrême violence et ils décident de faire venir un photographe pour prendre des clichés du cadavre. C'est totalement inédit, à l'époque ils n'avaient pas vraiment l'habitude de faire ça, de prendre des photos ou même de dessiner les cadavres, mais cette fois-ci le juge a ordonné cela car il espère pouvoir identifier la victime avec cette méthode. On ne va pas se mentir, le corps est dans un sale état, il est meurtri, mais il espère tout de même que grâce au visage, la victime pourra être reconnue. Au début, la victime est identifiée comme étant Marceline Ganoli, et c'est là qu'on se rend compte des limites de l'enquête puisque les policiers se sont trompés de nom. Heureusement qu'ils avaient pris en photo la victime puisque ce sont les parents de Marie Badet qui l'ont reconnue et qui l'ont identifiée. Les policiers interrogent l'entourage de la jeune fille et se rendent très vite compte que le jour de sa disparition, elle avait donné sa démission à son employeur car elle lui avait dit qu'elle avait trouvé un emploi bien mieux payé à plus de 200 francs annuels. Au début, Dumolard, il est tranquille puisqu'il n'est pas du tout soupçonné du meurtre. Les policiers soupçonnent, arrêtent et envoient en prison un certain Jacques Verger. Vous verrez plus tard qu'il a été relâché 3 mois après grâce à une victime
qu'il a identifié comme n'étant pas son agresseur. Un second suspect est envisagé, mais il se trouve que l'homme en question était en prison au moment du meurtre, donc retour à la case départ pour les policiers, ils n'ont plus du tout de suspect. Enfin si, pour l'instant ils ont Jacques Verger, mais 3 mois après, une fois qu'il sera sorti de prison, il se retrouve sans suspect. Pour toutes ces victimes, Dumollard utilise le même mode opératoire, il se fait passer pour un employé qui recherche à recruter une nouvelle domestique pour son patron et leur dit également que ce job est bien rémunéré. A noter que physiquement, Dumollard n'inspire pas vraiment confiance, il a la 50aine d'années, il n'est pas très beau de visage, il a la lèvre difforme, c'est à cause d'un angiome, mais étant donné qu'il parle bien français, qu'il a l'air un petit peu niais et qu'il a une voix douce, les filles qu'il aborde ne se méfient pas plus de lui. Une fois convaincues, les filles acceptent de le suivre, puis Dumollard les agresse et ses agressions sont très violentes. Il les bat, il les viole, il les dépouille de leurs vêtements et il les enterre vivantes. Ces 2 prochaines victimes, Olympe Alubert et Joseph Charletti, parviennent à s'en sortir. Le 4 mars 1855, Olympe se fait agresser alors qu'elle est sur la route avec Dumollard, mais cette dernière parvient à s'échapper et elle trouve refuge dans la ferme de la famille Barbet à Mionnet. Le 22 septembre 1855, c'est au tour de Joseph. Elle est un petit peu méfiante envers cet homme et comme elle est fatiguée, elle feint de prendre une chambre dans un hôtel, dans une petite auberge. Elle s'enfuit dans la nuit pour retourner à Lyon et donc elle parvient comme ça à échapper à Dumollard. Le 31 octobre 1855, il se jette sur une nouvelle proie. Il s'agit de Jeanne-Marie Bourgeois qui a alors 22 ans. Les 2 prennent la route à pied, ils marchent et cette dernière se méfie très rapidement. Donc elle décide à un moment donné comme ça, tac, de courir dans la direction opposée lorsqu'elle voit une ferme pour s'y réfugier. C'est un homme du nom de Benoît Berthelier qui écoute son histoire et qui fait très rapidement le lien avec le meurtre de Marie Badet. En effet, c'est une période où le fait de retrouver un cadavre dans les bois, que ce soit des chasseurs qui le retrouvent, ça n'est pas passé inaperçu. Donc tout le monde est au courant et comme c'est situé sur des communes qui sont très peu peuplées, ça va très vite, enfin les nouvelles vont très vite et donc forcément les gens font très vite le rapprochement avec le premier meurtre qui a eu lieu puisque de toute façon c'est le même mode opératoire. C'est donc grâce à elle que Jacques Verger, celui qui avait été envoyé en prison dont je vous ai parlé précédemment, a été innocenté puisqu'elle l'a identifié comme n'étant pas son agresseur. Bon, ça fait quand même 3 victimes de manquer pour Dumollard, donc forcément la rage commence à grandir en lui et donc il se met en quête d'une nouvelle victime à dépouiller et ou à tuer. Il aborde Victorine Perrin, qui a comme sa précédente victime 22 ans et cette fois-ci, comme il veut absolument la dépouiller de ses affaires les plus précieuses et les plus chères, il la persuade de prendre toutes ses affaires les plus précieuses pour partir travailler à son nouvel emploi. La seule différence, c'est que cette fois-ci, Dumollard ne veut pas essuyer un 4e échec, donc il n'attend pas plus que ça. Il subtilise les affaires de la fille et s'enfuit en courant. Forcément, elle se retrouve comme ça, sans pouvoir bouger, elle est choquée de ce qui vient de se passer et elle se réfugie chez des habitants. Pendant 2 ans, on n'entend plus du tout parler de lui, on n'entend plus parler de faits divers, d'agressions, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, on n'en sait rien, mais on n'entend plus du tout parler de lui. Cependant, il revient très fort puisqu'en 1857, il passe à l'acte et cette fois-ci, il ne dépouille pas seulement une jeune fille, il la tue et cette jeune fille, on l'appelle l'inconnue du bois de Montmain. Et c'est sa femme qui a rapporté cette affaire lors de son interrogatoire. En effet, sa femme était au courant de ses agissements et pour cette victime en particulier, il était revenu chez eux pour lui ramener les vêtements et les boucles d'oreilles en or, puis il était reparti pour aller enterrer le corps de la victime. Sa femme faisait le recel des vêtements de ses victimes et les revendait, ou bien elle les gardait pour eux, et on dit également que parfois elle les utilisait pour des jeux de rôle sexuels. Le 17 janvier 1859, rue de la Charité, il aborde Julia Farja, c'est une femme qui est enceinte, il la convainc et le lendemain, alors qu'il fait nuit, il l'agresse, il tire son tablier dans lequel elle avait toutes ses économies. La jeune fille qui ne veut pas se laisser faire hurle et Dumollard n'a pas d'autre choix que de fuir, car cette dernière qui hurle a alerté 2 hommes qui se dirigent dans sa direction. Ces 2 hommes, ce sont Simon Mallet
et son fils Louis Mallet, et retenez ces noms puisqu'on va en parler un petit peu plus tard. Grâce à eux, elle se rend à la gendarmerie pour porter plainte, cependant elle est incapable de prouver son identité, forcément elle n'a plus ses papiers, et donc elle est condamnée pour vagabondage. Le 11 décembre 1859, Dumollard agresse une nouvelle jeune fille près de Sainte-Croix, mais un meunier du nom de Jean-Pierre Chrétien est témoin de la scène. Il a même tenté de courir après Dumollard, sans succès. Il héberge la jeune fille, elle repart le lendemain sur Lyon et cette dernière ne portera jamais plainte. D'ailleurs, elle ne sera jamais retrouvée ni identifiée. Début février 1860, Dumollard s'arrête avec une énième jeune fille dans l'auberge Laborde. On ne connaît pas le nom de cette jeune fille, on sait seulement qu'elle a pris la fuite car elle était apeurée par l'idée de dormir dans la même chambre que Dumollard. On sait seulement qu'il l'a faite passer pour sa nièce et qu'il a demandé une chambre avec 2 lits simples. Le 29 avril 1860, après avoir convaincu Louise Michel, ils prennent la route tous les deux, ils l'agressent et volent son argent. La jeune femme parvient à s'échapper avant qu'il ne la tue et elle trouve refuge chez un fermier du nom de Claude Aymon. Dumollard n'essaye pas de la poursuivre, il s'enfuit dans l'autre direction, il traverse des terres agricoles et là, il rencontre 2 hommes du nom de Simon et Louis Mallet. Vous vous souvenez d'eux ? C'était eux qui avaient recueilli une jeune fille 2 ans auparavant. En 1861, c'est Marie-Eulalie Busseau qui disparaît. Ses vêtements ont été retrouvés chez les Dumollard lors de la perquisition. En plus de ça, sa sœur reconnaît en la personne de Dumollard l'homme qui avait proposé un emploi bien rémunéré à sa sœur, donc les policiers le soupçonnent de l'avoir tué. C'est la femme de Dumollard, Marianne Martinet, qui amène le juge jusqu'au corps de la victime et le corps était situé dans les bois des communes près de Pizet. Le corps de la victime portait des marques de viol et semblait avoir été enterré vivant. La série continue avec sa 12e et dernière victime qui n'est autre que Marie Pichon. Dumollard l'aborde le 28 mai 1861 sur le pont de la Guillotière. Comme pour toutes les autres victimes, il lui propose un emploi bien payé et cette fois-ci il lui propose 250 francs, c'est 50 francs de plus que sa première victime. Une fois dans les bois, il l'agresse, il tente de l'étrangler avec une corde, mais Marie a des bons réflexes. Elle parvient à se défendre et à s'échapper et elle trouve refuge dans la ferme d'un certain monsieur Joly à Ballan. Après s'être assuré que Marie soit en sécurité, monsieur Joly trouve le garde champêtre de Dagneux et lui raconte toute l'histoire. Lorsque le garde champêtre entend l'histoire ainsi que la description de l'agresseur, il fait tout de suite le lien et il sait qu'il s'agit du certain dénommé Martin Dumollard qui habite rue Dumollard à Dagneux. Il se rend immédiatement chez le juge Génaud pour lui confier ses soupçons. Le juge Génaud ne traîne pas, il arrête immédiatement Martin Dumollard et il organise même une confrontation avec Marie Pichon pour qu'elle puisse confirmer qu'il s'agit bien de son agresseur. Ce qu'elle fait. Dumollard est envoyé à la prison de Trévoux et sa femme suit également. La perquisition chez le couple permet de découvrir 1250 vêtements de femmes, dont des jupons, des robes, des dentelles, des bas, et la plupart de ces vêtements appartiennent en grande majorité aux victimes de Dumollard. Leur procès commence le 29 janvier 1862 à Bourg-en-Bresse. Il dure 5 jours devant une foule de 4000 à 5000 personnes et aussi de journalistes qui étaient venus couvrir l'événement. Ce n'est pas moins de 71 témoins qui vont être interrogés. La délibération ne durera que 30 minutes et Dumollard est condamné à mort par guillotine et sa femme à 20 ans de travaux forcés. Dumollard a même dit « J'aime mieux ça que d'être comme mon père, écartelé sur une roue en étant tiré dans tous les sens par des chevaux ». Le 8 mars 1862 à 7h04, Martin Dumollard est exécuté par le bourreau devant une foule de 5000 personnes. Son corps est enterré dans un lieu indéterminé, même s'il y a de gros soupçons concernant le fait qu'il serait enterré au cimetière de Montluel, à côté de la chapelle. Sa tête, elle, a été envoyée dans un caisson à l'école de médecine de Lyon pour faire des études dessus.
Plusieurs moulages ont d'ailleurs été faits et sont conservés au musée Testu-Latarjet. Quant à sa femme Marianne Martinet, elle décède à la prison d'Auberive, située en Haute-Marne, en 1875. Petit fun fact entre guillemets, Martin du Moulard est cité par Victor Hugo dans le premier tome des Misérables. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire sur le tueur en série français qui est considéré comme le premier tueur en série français vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.